Scarface, c'est l'histoire de Tony Montana, un immigré cubain qui vient s'établir à Miami. Et c'est un petit gangster qui va gravir les échelons du banditisme jusqu'à devenir le roi de la cocaïne aux États-Unis. Mais comme toute ascension a son revers, eh bien la chute va être plus que brutale, Charles. Ce film est une transposition, certains disent remake, c'est pas vrai, d'un grand classique du cinéma américain qui s'appelle Scarface, en anglais Scarface, je rappelle ou je signale, c'est le visage balafré, le visage à cicatrice. Et ce film, c'est un film de Howard Hawks de 1932. Boris Karloff, Paul Mooney, George Raft. Et le scénariste Oliver Stone a repris l'histoire en la transposant, puisque là, l'histoire se déroule en Floride, à Miami, avec des émigrés cubains, etc. Et c'est réalisé par qui? Et c'est réalisé par un génie du cinéma, Brian De Palma, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, dont nous reparlerons, je pense encore, qui a cette particularité assez unique dans le cinéma, je dirais occidental, puisque bon, peut-être dans le cinéma indien, il y en a aussi, d'avoir réalisé coup sur coup des chefs-d'œuvre. Parce que beaucoup de cinéastes font de bons films, puis après ça baisse, des chefs-d'œuvre. Ah, alors franchement, Phantom of the Paradise, Carrie, Pulsion, Blowout, Body Double, Les Incorruptibles, Outrage, Scarface, L'Impasse, j'en oublie, tout ça dans la même, en succession. Il faut le faire. Ah, bah oui, je crois que j'en connais pas beaucoup qui ont réussi à le faire. Ah non, pas à ce niveau-là. Je citais Jean Gabin comme acteur dans les années 30, ou tous les films qu'il a fait, Renoir, Carnet, etc. Mais là, c'est un acteur. Donc, Brian De Palma, et là, il signe un chef-d'œuvre. Ah ben là, c'est pas pour rien que c'est devenu un film culte qui a marqué l'histoire du cinéma. Franck, alors il a énormément marqué, effectivement, notamment dans les banlieues, mais je te pose la question, pourquoi, dans la mesure où des histoires de petits caïds qui vont devenir des princes et qui après vont chuter, il y en a pas mal et ils n'ont pas marqué? Alors, très bonne question, Charles. Pour ça, il faut revenir au mécanisme du cinéma, au mécanisme intrinsèque du cinéma. En fait, le cinéma, c'est l'art de l'identification. Et un film nous passionne à partir du moment où on a des points communs, ou si on veut avoir des points communs avec le héros du film. Donc, et là, l'identification. on est en plein dans l'identification, parce qu'on a en particulier un héros qui est la perfection absolue en matière... On peut dire de charisme. De charisme. Al Pacino nous fait une masterclass. Antonio Montana. And you? What you call yourself? Alors c'est Al Pacino, effectivement, qui joue le rôle principal. Il rejouera dans L'Impasse, donc 2 films de chef-d'œuvre. C'est un acteur extraordinaire, qui fait partie de ces grands d'origine italienne, que ce soit des acteurs ou des réalisateurs, Scorsese, Coppola, Pacino, et qui a commencé sa carrière, lui, dans les années 70, avec déjà, en 73, je crois, une Palme d'Or à Cannes, L'Épouvantail de Jerry Schatzberg, de Scarecrow, où il interprète un marginal qui traverse les États-Unis avec Gene Hackman. Il sera évidemment le héros des Parrains, de Godfather, dans les 3 films, c'est le personnage principal. C'est le parrain. C'est le parrain. C'est le parrain, donc la mafia il connaît un peu, et aura d'autres films évidemment marquants dans tous les genres, parce qu'il est aussi capable de faire des films, disons, sentimentaux. Le temps d'un week-end, que je recommande assez, qui est un remake de Parfum de femme de Dino Risi. Ah d'accord. Où il interprète un aveugle. Il fut un temps où je n'étais pas aveugle. Un aveugle assez cynique. Il a d'ailleurs eu un Oscar pour ce film. Pacino continue à tourner à l'heure actuelle. C'est plutôt des seconds rôles, mais il est toujours marquant. Dernier film qu'on peut citer, Once Upon a Time in Hollywood. Bon, il fait pas grand-chose, mais... Non, là, il a vraiment... Là, il s'est moqué du monde, là. Comment il s'appelle? Tarantino, oui. Il donnait un rôle comme ça à Pacino, là. Il s'est moqué du monde. Par contre, House of Gucci, de Ridley Scott, là, il fait partie de la famille Gucci, fait un des personnages avec Jeremy Irons. Il est très bon. Donc, c'est un génie, cet acteur. Ah, c'est un génie, oui, on peut dire ça. Alors, c'est un génie de l'acting, c'est pas forcément un génie des mathématiques, mais en tout cas, dans l'acting, parce que Charles, il fait une masterclass dans Scarface, mais il fait aussi une masterclass dans L'Impasse. Ah oui. Et La Ligne, you know La Ligne. La Ligne Mesa, what happened to him? La Ligne doing 30 years in Attica, man. 30 years.
qui est quelque part l'anti-Scarface. Absolument, absolument, oui, absolument. Et dans les deux cas, des histoires assez traditionnelles, hein, qu'on a souvent traitées, mais qui deviennent là, par le génie de De Palma, uniques. Oui, alors l'histoire globale, effectivement, bon voilà, un petit truand qui devient un caïd, bon voilà, c'est vu et revu. Après, le scénario en lui-même, les mécanismes scénaristiques du film de Howard Hawks, bon bah c'est quand même, on est quand même dans un scénario qui est quand même plus qu'original, Charles. Absolument. Il y a des mécanismes qui sont vraiment très puissants. Oui. Donc on a déjà une histoire qui est très puissante. On a, comme on l'a dit, un processus d'identification qui fonctionne parce qu'on a des acteurs qui sont extrêmement puissants et un casting aux petits oignons. Mais Charles, tu peux même compléter avec quelques autres. Ah oui, parce que la distribution, elle est extraordinaire, du premier rôle j'allais dire, au figurant presque. Hein. Alors bon, le deuxième personnage du film féminin, c'est Michelle Pfeiffer, qui est très bien, qu'on n'est pas tellement habitué à voir dans des rôles comme ça de maîtresse de gangster ou de garce, assez. C'est maîtresse de gangster, droguée, dépressive, absolument. Enfin c'est un rôle très plus complexe. Et elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Oui. Et elle est vraiment à la hauteur. Les autres acteurs, donc sont tous bons. On peut citer une autre femme qui est dans le film, Marie-Elisabeth Mastrantino, sa sœur, hein, très bien. Robert Loggia, qui fait partie des truands. Bah, on pourrait les citer tous. Ce sont les personnages. Ah oui. Donc, ça c'est très important parce qu'on a quelquefois dans les films des gens qui sont moins bons. Là vraiment tous sont bons, qu'ils apparaissent 20 secondes ou qu'ils soient là tout le temps. Mais c'est la force de production des Américains. Les Américains, ils lésinent pas. S'il y a un passant dans la rue, ils vont faire un casting pour trouver le passant. En France, on va dire, bon, un passant, tu veux faire du cinéma, vas-y, passe dans la rue. Non, aux États-Unis, un passant, il a fait des études de cinéma, il a fait des études d'acteur pour être passant dans une rue bondée, quoi. Donc, voilà. Ça c'est. Vous citez aussi Steven Bauer, qui est très bon, hein. Manny, il s'appelle. Manny, il est excellent, hein. Excellent. On passerait des heures à voir chaque rôle du plus petit au plus grand et ils sont tous parfaits, ils sont tous vraiment impressionnants. Absolument. Donc Charles, on a une histoire très puissante, on a le rapport avec Cuba, c'est très intéressant ça. Ouais, on va y venir. On a des acteurs aux petits oignons, on a une direction d'acteurs puissante, on a des décors Miami et un metteur en scène qui nous met tout ça et qui nous filme tout ça d'une manière absolument géniale. La photo est superbe. Hein. La photo est superbe, les mouvements de caméra sont waouh. Chaque scène pratiquement, je dirais, est à étudier en école de cinéma parce que chaque scène apporte un balai entre le jeu d'acteur, les mouvements de caméra et ce qui dégage de tout ça, c'est très impressionnant. Et Charles, alors tu parlais de politique, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait que ce film est plus puissant? Qu'est-ce qui fait que ce film, si on devait le retenir dans 1000 ans, on retiendrait celui-là et peut-être encore quelques autres? C'est qu'il s'attaque à une vision universelle du monde. Or aujourd'hui, notre univers à nous sur Terre, c'est deux pôles, et c'est vraiment plus d'actualité que jamais, c'est le communisme qui se bat contre le capitalisme. Et là, Charles, hommage à Oliver Stone, qui est passionné par ce sujet, il faut savoir. Oui, donc je signale que le scénario, c'est de Oliver Stone, en s'inspirant évidemment de celui de Scorsese, et je dirais une chose très importante, heureusement que c'est pas lui qui a réalisé le film. Parce que Oliver Stone, c'est un excellent scénariste, hein. Midnight Express, c'est lui. Waouh. Pas n'importe quoi, hein. Alan Parker, heureusement. Evita, la comédie musicale, c'est lui aussi qui l'a écrite, et d'autres aussi. Comme metteur en scène, il est beaucoup plus porté sur une espèce d'esbrouf, qui, personnellement, est un peu gênante. On peut la voir chez Tony Scott quelquefois, mais chez lui, c'est vraiment exagéré. Regarde, Tueur né. Qui serait intéressant comme sujet. Oui, si on l'avait donné à un autre réalisateur. Voilà. Mais comme scénariste, là, effectivement, il tient la route, et le scénario est excellent. Le scénario, justement, il a choisi de nous parler de ces deux pôles très puissants qui dirigent le monde, et ils ont choisi dans ce film de nous montrer les mécanismes du capitalisme. Alors le communisme, forcément, on le voit comme ça, il est un peu survolé, et je dirais que c'est peut-être le point faible du film, puisque le communisme est normalement incarné
par la mère d'Al Pacino et sa sœur. Oui. Et là, malheureusement, bon, ils sont très en retrait. Et c'est le point faible du film, c'est ça. C'est les relations d'Al Pacino avec sa famille, malheureusement, qui sont un peu sous-traitées. Ou qui sont peut-être traitées d'une manière excessive. C'est un peu dommage. Un petit peu caricatural, par Oui, moment. c'est caricatural. Mais c'est vraiment le seul petite réserve. Oui, on aurait voulu des vraies relations de mère-fils. Bon, là, c'est pas le cas. Bon, bref. Quoi. Ça, Scorsese arrive bien. Ouais, il dans était Les Affranchis, il dirige sa propre mère, Scorsese. Ouais, dans Les Affranchis, qui est aussi un excellent film. Bien sûr, ouais. Pour moi, il y a 3 films qui, je me demande des fois quels sont mes films préférés, quels sont les films que je considère comme les plus forts au niveau du cinéma. Et pour moi, ce sont les films politiques. J'en citerai 3, Charles. Oui. Je citerai Aguirre, La colère de Dieu. That's so gorgeous, oui. Werner Herzog. Démonte la politique d'une manière magistrale dans un environnement hostile. Enfin, c'est absolument un chef-d'œuvre. Un autre qui est très très connu, Il était une fois la Révolution. Voilà, là encore une fois, on nous démonte les mécanismes intrinsèques de la politique d'une manière extraordinaire. Le monde d'aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais le monde d'aujourd'hui vit sous la domination des mécanismes qui sont expliqués dans Scarface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune, il a 2 ambitions. Devenir riche, avoir du pouvoir. Et comme il est très très bien expliqué dans Scarface, This country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. L'ascension, c'est devenir riche, avoir du pouvoir, se faire des nanas. Oui. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont me contredire, mais alors je suis désolé, mais malheureusement, ces 3 axes-là, l'argent, le pouvoir, le sexe, dirigent le monde. Tout à fait. Et cette ascension, elle est magistralement montrée dans le film. Ah, elle est magistralement montrée, on comprend vraiment, c'est tellement juste par le charisme des acteurs, par les relations entre les personnages et par le développement de l'intrigue, qu'on a vraiment l'impression de voir un testament. Moi, ce film, je le ressens comme un testament d'une époque que j'espère révolue, parce que j'ai l'impression que maintenant, on est vraiment arrivé au bout. Et quand on voit que dans la vie réelle, nos nouveaux héros d'aujourd'hui, c'est genre Marco Mouli, là, le héros de la taxe carbone qui a arnaqué 250 millions à l'État français, et on en fait un héros. Et l'oseille, je le veux! À quoi ça sert que j'ai fait 5 ans de prison s'il n'y a plus d'oseille? Tu te rends compte, tu gagnes de l'argent, tu prends des jets privés, tu prends des bateaux, les gens ils viennent te voir avec des costumes à 25 000 et ils te disent comment allez-vous, monsieur Moulou? T'as jamais parlé avec eux. Toi, tu viens de Belleville, tu manges des carottes et tu bois des cafés. Et d'ailleurs, il y a un film de Comencini qui s'appelle « Mon Dieu, comment suis-je tombé si bas ?» Ça dit tout. Tu disais, Charles, en off, que le film original, le titre, c'est Shame of a Nation. Voilà. La honte de la nation. La honte de la nation, voilà. Absolument. Alors, on a parlé des qualités, de toutes les qualités qui sont majuscules. La musique. Bah, la musique, c'est une qualité de plus. La musique, quand on regarde, Charles, le début du film. Des images vraies, des images originales de ces bateaux de Cubains, de réfugiés cubains, que Castro avait envoyés aux États-Unis avec plein de malfrats dedans pour dire, bah voilà, ils vont foutre le bordel aux États-Unis. Donc on a ces images vraies avec la musique, et en revoyant le film, quand on connaît le devenir de ces personnages, bah, la musique, elle nous donne des frissons. Absolument. Alors c'est un compositeur qui a eu 5 ou 6 années de gloire absolue avec des musiques de films, puis qui a disparu, mais qui a dû s'en faire plein les poches. Et un très bon compositeur, c'est Giorgio Moroder. Le nom est encore connu, je pense. Il a illustré le film muet de Fritz Lang, Metropolis, d'une façon magistrale. Top Gun, la chanson là, c'est lui. Midnight Express, remarquable partition dans les 10 grands de l'histoire du cinéma. Et De Palma, qui est toujours très très impliqué dans la musique. Il a fait appel aux plus grands compositeurs, Morricone, Pino Donaggio, John Williams, Patrick Doyle, pour ne citer que. Là, c'est une réussite totale, parce qu'on aurait pu avoir un peu peur que Moroder ce soit un peu du genre disco, genre Flashdance. Pas du tout, c'est remarquable. Bah, il sait utiliser les sons de synthé, les sons basses, et voilà. Enfin bon, de toute façon, le film, il est parfait, mis à part cette petite relation mère-fils. Mais sinon, le reste, il n'y a rien à dire. On est dans la perfection.
Même si la fin du film est quand même difficile à voir parce que Ah oui, forcément oui, on s'attache au héros et la fin est tellement... Alors est-ce que c'est dangereux ça? Est-ce que c'est malsain est-ce que c'est un film malsain? Alors Charles, la dernière fois pour Scream, j'avais dit que je trouvais qu'il y avait 2 films dans l'histoire du cinéma qui étaient subversifs, vraiment dans le mauvais sens du terme, parce que moi j'ai grandi dans les quartiers et j'ai connu maintes et maintes jeunes de quartier qui avaient les expressions de Tony Montana. On lisait dans leurs yeux le faciès de Tony Montana, c'était incroyable. Donc vraiment ce film est allé au-delà du cinéma et ces petits jeunes de quartier, bien entendu, ils ont pas aidé les pauvres en l'hommage à Tony Montana, ils ont fait que des conneries. Donc voilà, il faut reconnaître l'aspect négatif du film, c'est que il a influencé des jeunes négativement, mais encore une fois, ce film ne fait que démontrer le but des gens aujourd'hui, c'est-à-dire être riche, avoir du pouvoir et se taper des nanas. Donc bon, voilà, après il a servi, quelque part, oui, il a servi le système. C'est effectivement un défaut. Alors, dire qu'il est malsain, c'est pas le mot. Scream était malsain, parce que là, c'était carrément commettre des meurtres. Oui, et puis le regard malsain peut être aussi personnel, hein, Charles, le problème, si tu veux, c'est que, et c'est là où peut-être je me suis fait mal comprendre dans Scream, c'est que en étudiant à l'école de cinéma, il y a des choses que j'ai compris et que en tant que spectateur lambda, je ne soupçonnais pas. Alors il y a 20 ans, 30 ans, je ne sais plus, j'avais fait une thèse sur le fascisme au cinéma, dans le cinéma américain. Et là encore une fois, si je vous dis le fascisme dans le cinéma américain, mais je ne vois pas de quoi tu parles, eh bien, il faut comprendre que tous ces films de revenge, je pense, l'exemple type, c'est Charles Bronson avec Justicier dans la ville, minuit. Et ben quand on regarde un film comme ça, on dit putain, vas-y Charles, mais défonce-moi, c'est malotru, ils ont violé ta femme, voilà, pète-leur la gueule, voilà. Et ça revient tout le temps, ce genre d'autodéfense. Et ça, dans les films. L'autodéfense, c'est un principe de base de la Constitution américaine et c'est un principe fasciste. Alors, je vais vous expliquer, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte, fascisme, il ramène du nazisme, je sais pas quoi. Alors, là, encore une fois, il faut bien s'entendre sur le terme de fascisme. Le fascisme, c'est l'expression de l'ordre par la violence. C'est ça le fascisme. Ne vous méprenez pas. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un de fasciste? C'est quelqu'un, je sais pas, par exemple, il y a un prof, sa classe fout le bordel, et ben si un prof il arrive et puis il commence à sortir un bâton et dès qu'il y en a un qui l'ouvre, il lui met une tarte, c'est un prof fasciste. Eh bien, le cinéma américain inconsciemment apporte malheureusement une espèce de gangrène dans la société et le fascisme en est une et cette promotion des mauvais personnages en est une autre. Et là, il n'y a pas seulement Scarface, parce que mettre à l'honneur des personnes mauvaises dans le cinéma américain, on peut en citer des tonnes. Ah oui, là, tous les films de gangsters où on met à l'honneur des gens qui tuent, des gens qui volent, et plus ils volent, et plus ils tuent, plus les gens les admirent. On peut faire une encyclopédie, là. Donc voilà. Et le western, dans les westerns. Mais les westerns, c'est pareil, les western revenge, là, tu m'as tué, tiens, je tue toute ta famille, etc., etc. Bon, c'est très nocif pour l'être humain. Bon. Pour terminer, donc, film, évidemment, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, on peut le revoir, hein. Là, on est chaque fois enrichi. D'ailleurs, c'est plus que conseillé de le revoir. Absolument. Alors, en VO, s'il vous plaît, en version originale. C'est pas que la VF soit mauvaise, mais la VO, déjà la voix de Pacino, et sur le Blu-ray, la VO est en 7.1. Charles, c'est VO obligatoire, il n'y a pas de discussion, je suis désolé. Oui, non, mais il y a des gens, tu sais, qui sont complètement fermés. Tant pis, il y a des choses, elles sont à voir. Oui, et en plus, il n'y a même pas tellement de dialogue, hein, c'est pas... oui, mais le ton, le timbre de la voix des personnages, en particulier Pacino, c'est inimitable. On ne peut pas se rendre compte de la force des personnages si on ne les entend pas parler avec leur vrai timbre. Le cinéma est-il un art? Oui, en voyant ce film. Et d'autres aussi, mais c'est vrai. Donc, Scarface. On aurait pu reprendre le titre de Hawks, Shame of a Nation. Je pense que ça aurait très bien convenu. Chef-d'œuvre absolu. Portez-vous bien.